C'est bon? Allez, bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs, les élus. Comme je disais, là, nous sommes ici réunis pour présenter cette problématique que rencontrent des élus et d'autres personnes aussi par rapport à la cybercriminalité. J'ai la chance d'avoir à mes côtés donc le service à gendarmerie représenté par le lieutenant-colonel et par les services de police. Donc, on ne va pas avoir de cafouillage cette fois-ci par rapport à la formation envers les violences pour les élus. Certains usagers des arrêts de la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous pouvez arrêter couper le son parce que c'est désagréable de parler quand on entend parler. C'est bon? Oui, donc voilà. Donc, heureux de pouvoir cette réunion d'information et remercier donc les services de sécurité justement de nous, comme je dis souvent, vous savez, rapprocher les mondes des élus avec les mondes des fonctionnaires, que ce soit de gendarmerie ou de police. C'est toujours important justement de pouvoir rapprocher ces deux mondes parce que chacun a son langage, chacun a ses pratiques, mais voilà, donc il est important qu'on puisse échanger ensemble. Nous avons demandé aussi à M. Denciard au niveau de la fibre 64. Monsieur Graal. Graal. Et, parce qu'on m'avait annoncé Denciard, non? Lancy. Ah, là, j'ai tout faux. Je reprends. Hein. Allez. Donc, M. Graal de Lancy. Donc, ensuite, nous avons au niveau donc, de l'adjudant d'Élie qui est à côté, là, concernant la maîtrise des risques, et M. Graal qui présente la menace. Et ensuite, nous avons aussi l'adjudant, le gendarme Véné qui est là aussi. Donc, là, bien entendu, c'est parce que je le côtoie assez souvent et on se téléphone pas mal avec M. Denciard et au niveau donc, du numérique et bien entendu notre immuable chef de la PGL qui est François Gué. Voilà, donc on vous propose justement, moi je vais laisser la parole, j'en ai assez dit. J'espère que cette rencontre va être profitable pour tous. Tout simplement vous dire qu'est-ce que ça veut dire cybermalveillance. Moi le premier, un jour j'ai reçu un mail comme quoi j'avais été sur des sites pédopornographiques, ainsi de suite. Bien entendu, de suite, qu'est-ce que c'est ce truc? Il ne faut pas dire un autre mot. Et j'ai la chance d'avoir proche de moi des responsables donc, de la sécurité. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que ça a été envoyé par qui? Par .gouv.fr? Non, c'était un site, je ne sais pas quoi, Gmail ou ainsi de suite. En gros, c'était une fameuse arnaque, une fois de plus, quoi. Et pour heureusement que j'ai pu, parce que d'entrée, vous culpabilisez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Et ainsi de suite. Ils vous mettent en position de faiblesse, mais malheureusement, ils sont tombés sur un os et j'ai pu voilà, donc répondre à cela. Et je pense que j'étais content parce que j'ai un gendarme qui est proche de Révenac. Il me dit, mais moi aussi, Alain, j'ai eu le même type de message, quoi. Donc, je pense que je ne dois pas être le seul à avoir reçu ces messages. Et donc, il est important qu'on puisse faire une information là-dessus. Quelle attitude avoir par rapport à de telles choses. Et déjà, être informé, c'est déjà, je pense, guérir, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, un grand merci à tous. Et maintenant, je laisse la parole à M. Graal. Et remarque au niveau physionomie, vous avez à parler de lunettes. C'est parce que je les ai laissés dans le sac. Allez. Question sanitaire, est-ce qu'on peut enlever le masque quand on intervient? On va vous entendre mieux comme ça. Oui. Voilà, donc très rapidement, donc je suis ravi déjà d'être ici aujourd'hui puisque le sujet des collectivités est particulièrement sensible au niveau national et donc avoir cette possibilité de discuter avec vous, c'est déjà un premier pas vers plus de sécurité. Donc, je représente l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un service du Premier ministre, et je suis le délégué pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis votre interlocuteur régional pour aborder les sujets en cybersécurité.
Et on va donc ensemble, avec mes collègues de la gendarmerie et de la police, essayer de vous donner quelques pistes d'amélioration pour gérer cette problématique que vous avez à subir dans les collectivités. Slide suivant. Donc, un autre clic. Donc, dans un premier temps, ce qu'on souhaitait faire, c'était vous expliquer pourquoi aujourd'hui le numérique et la menace qui pèse sur le numérique vous concerne. Il faut bien comprendre que ces 30 dernières années, on a progressivement numérisé tous les pans de notre société. Alors ça a commencé avec les ordinateurs bureautiques que vous avez commencé à utiliser dans les collectivités, dans les entreprises. Puis progressivement, on a vu arriver la téléphonie mobile, les objets connectés, les systèmes domotiques. Et au final, on retrouve des éléments électroniques communiquant dans à peu près tout, y compris des éléments assez surprenants comme les pacemakers. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer notre quotidien. Hein. Donc, on est bien sur une notion de progrès, mais le souci, c'est que ce progrès a été mal maîtrisé. Et je prends systématiquement en analogie ce qui s'est passé avec la sécurité routière. C'est-à-dire que quand la voiture a commencé à arriver, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas de code de la route, le bitume sur la route était inexistant et les gens roulaient à tombeau ouvert sans règles particulières. Et en informatique, en numérique, on est un petit peu à ce stade-là. On a mis le numérique partout, mais sans des nouveaux risques associés. Ce qui, malheureusement, amène à des situations périlleuses où vous allez vous retrouver avec des nouveaux problèmes à gérer. Slide suivant. Et dans le même laps de temps, on a un nouvel espace à intégrer dans notre quotidien, le cyberespace, avec des règles du jeu qui sont totalement différentes de notre vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, si vous commettez un délit, si vous faites un excès de vitesse, il vous prend la subite envie d'attaquer un fourgon blindé, cela va avoir des conséquences. C'est-à-dire que vous risquez de vous confronter aux forces de l'ordre, d'être arrêté, voire blessé, et vous serez jugé. Dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières. Donc ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que de n'importe où sur la planète, on peut mener des campagnes d'attaque sur n'importe quel pays. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de difficultés à faire appliquer la loi française, puisque la loi française, malheureusement, n'est pas universelle. On a également la possibilité sur le cyberespace de se rendre anonyme, voire même d'usurper l'identité d'autres personnes pour faire accuser des voisins ou des personnes que l'on n'apprécie pas de ses propres crimes. J'ai dans une autre vie eu à gérer des affaires criminelles du côté de l'Occitanie où on a la gendarmerie qui est intervenue chez un particulier qui était soupçonné d'héberger des photos pédophiles. Et donc les gendarmes perquisitionnent, récupèrent les périphériques multimédia, analysent, ne trouvent aucune photo, font une deuxième perquisition, cherchent et trouvent un frigo connecté dans lequel un pédopornographe extérieur à la famille avait trouvé très judicieux de venir stocker ces images qu'il mettait à disposition de sa communauté. Comme ça, vous l'avez bien compris, ce n'est pas lui qui a été embêté par les services de la gendarmerie, mais une personne tout à fait innocente qui avait eu juste commis une erreur, celle de mal sécuriser son nouveau frigo connecté. Donc, on voit qu'on peut se retrouver dans des situations assez ubuesques. Et donc, tous ces éléments ont amené à une recrudescence des actes cybercriminels au détriment d'à peu près tout le monde. Ça vous concerne à titre
privée. Vous le voyez avec l'exemple qui vous a été donné, vous allez recevoir des emails frauduleux qui vont vous faire croire que vous devez appeler des services de l'État pour vous mettre en conformité avec la loi. Vous allez recevoir des incitations à cliquer pour gagner de l'argent, etc., etc. Et tous ces actes vont malheureusement avoir une incidence sur votre vie privée, puisque votre ordinateur va être compromis et derrière va être utilisé à des fins frauduleuses, voire on va exfiltrer vos données et les vendre sur Internet. Donc, on a une forte recrudescence de la cybercriminalité avec, là, durant la période Covid, un impact majeur sur les services publics. On est dans le 64, pas très loin de chez nous, donc dans le 40, vous avez eu l'hôpital de Dax, qui est un très bon exemple. On a eu l'hôpital de Laurent qui était dans une moindre mesure touché. On a eu la régie des eaux de Laurent qui a été touchée. Pour ce qui est de l'hôpital de Dax, comme l'affaire est publique, on peut en parler. Les conséquences de la cyberattaque de l'hôpital de Dax se sont étalées sur 9 mois. C'est-à-dire qu'on a réussi à remettre le système 100% fonctionnel en septembre pour une attaque qui date de janvier de l'année dernière. Donc, vous voyez bien qu'il y a un sujet sérieux. Pour ce qui est des communes, on a parmi nous un témoin donc, qui va vous donner son retour d'expérience. Il y a eu malheureusement des conséquences graves sur certaines communes avec la perte des données personnelles de vos contribuables, la mise en dysfonctionnement de tous les systèmes informatiques, en sachant qu'aujourd'hui, toute l'activité d'une collectivité est régie par l'informatique. L'éclairage public, la régie des eaux, la bureautique, le cimetière, etc., etc. Donc, on ne peut plus se passer de l'outil numérique. Slide suivant. Les conséquences, alors il y en a plusieurs en ce qui vous concerne. Premier risque, très forte augmentation de ce qu'on appelle les rançongiciels. Donc, c'est ce qu'a vécu l'hôpital de Dax, c'est ce qu'ont vécu certaines communes. La technique consiste à venir chiffrer vos données, ou crypter, si vous préférez, et à réclamer une rançon pour la restitution de la clé qui vous permettra de récupérer vos données. Donc ça, c'est le premier problème que l'on rencontre en collectivité. Alors, ce n'est pas spécifique aux collectivités. Hein. Ce qui est vrai pour les collectivités est vrai pour les entreprises aussi, malheureusement. C'est votre premier problème. Deuxième problème, l'augmentation des faux ordres de virement. Donc mes collègues gendarmes et policiers vous expliqueront un petit peu plus dans le détail en quoi ça consiste, mais l'idée, c'est d'usurper l'identité d'un de vos prestataires de services et de vous inciter à régler les sommes dues sur les factures sur des nouveaux comptes bancaires qui, bien entendu, n'appartiennent pas à vos prestataires. Il y a eu très proche d'ici une attaque récente qui n'a pas abouti, heureusement. Donc, je tairai le nom parce que l'affaire n'est pas publique, mais vraiment très proche. Les conséquences auraient pu être dramatiques puisqu'il s'agissait d'achats de matériel assez conséquents. Et l'affaire a été détectée parce que la personne qui était censée avoir demandé la modification du RIB ne faisait plus partie de l'administration. Heureusement pour nous, parce que ça a permis d'identifier le problème et du coup de ne pas tomber dans le panneau. Autre type d'attaque, ce qu'on appelle les DDoS. Alors ça, c'est plus l'apanage des amis gilets jaunes, par exemple, qui vont vouloir nuire à la collectivité ou au service de l'État et vont inonder vos services informatiques de requêtes pour les rendre inaccessibles. Enfin, il y a un autre phénomène assez récurrent, c'est les attaques indirectes. C'est-à-dire qu'on va utiliser votre système d'information pour aller nuire à d'autres personnes. Donc là, on l'a vu dans le cadre du Covid, il y a eu pas mal d'actions de phishing avec des boîtes de messagerie de collectivités territoriales qui ont été compromises. Et à partir de vos boîtes de messagerie, des envois vers d'autres personnes pour réussir à prendre la main sur d'autres systèmes d'information et mener d'autres types d'attaques.
En général, on a les actions de phishing qui sont dissociées des attaques qui suivent. C'est-à-dire que vos adresses Internet vont être mises en vente sur Internet, les vulnérabilités de vos systèmes d'information vont être mises en vente, et à partir de là, d'autres types d'attaquants vont acheter ces vulnérabilités et mener des campagnes autres, soit utiliser vos ordinateurs pour toute autre fin, soit faire du ransomware, soit faire du faiseur de virements, etc., etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, quelle que soit la taille de votre collectivité, je dirais même plus, les petites collectivités vont être les premières victimes de ce type de malveillance, puisque c'est souvent celles qui ont le moins de moyens à mettre pour régler le problème. Et donc, il y a quelques règles de sécurité à mettre en œuvre qui vont vous être présentées aujourd'hui, puis on pourra aller plus loin avec vos acteurs locaux pour vous accompagner dans cette problématique. Je crois que c'était mon dernier slide. Je laisse la main à notre témoin, Olivier Lallemand, qui a été victime cette année d'une attaque de type ransomware. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, déjà, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année, Olivier. Et à Alain, monsieur le Président. Oui, donc nous, à la ville de Bayonne, on a été effectivement victime d'une attaque. Alors, on s'en est rendu compte comment, parce qu'il y a déjà le constat, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé un jour à 16 heures avec tous les ordinateurs qui sont de près ou de loin rattachés à la mairie. Donc, comme le disait M. Graal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, bien évidemment, j'allais dire tout l'administratif, mais il y a tout le centre technique municipal. On a toutes les écoles, on a plus d'une vingtaine d'écoles qui sont rattachées à notre réseau qui est fibré à Bayonne. Il y a évidemment tous les services de la police municipale, tout ce qui est lié au stationnement, et tout ça a commencé à ramer avec le petit sablier qui s'affiche sur tous les ordinateurs quand on veut charger un document et qu'on a un temps de latence pour le charger, sauf que ça tournait en boucle. Et en fait, là, la DSI a donc réagi assez vite, la direction des services informatiques de la ville, en disant et en ordonnant le fait, parce que effectivement, ça sous-entendait le fait qu'effectivement, un virus était rentré dans notre système informatique. On n'a pas su de suite par où, mais il est rentré. Et pour éviter qu'il ne ressorte, il fallait couper tous les postes et éteindre tous les postes pour éviter effectivement que ce virus-là ne ressorte, puisqu'on ne pouvait pas, à ce stade-là, qualifier la typicité du virus. Donc là aussi, on avait peur de suite de la fuite de toutes les données personnelles que les différents citoyens nous ont laissé pour payer la cantine, pour payer la piscine, pour payer tous ces services-là. Donc, effectivement, on a une base de données personnelle qui est importante, donc qui peut intéresser les cyberharceleurs. Alors, du coup, il a fallu donner ordre à tout le monde, mais quand on dit à tout le monde, parce qu'il faut fermer, il y a plus quand même, il y a plus de 12 000 postes éparpillés dans toute la ville, donc il a fallu 2 heures pour pouvoir éteindre tous ces postes. Et pendant ces 2 heures-là, il y a un risque extrêmement fort de perte de données qui pourraient être concernées soit par de la revente ou soit par du chantage financier derrière. Donc, une fois qu'on a fermé tous ces postes-là, donc fermé la sortie potentielle via Internet, ça en est suivi effectivement tout l'espace, tout le temps de l'audit. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Et nous, donc, du coup, on a fait venir en urgence, parce qu'évidemment, c'est arrivé un vendredi à 16 heures, donc on a fait venir en urgence une entreprise donc, parisienne pour justement essayer de faire le diagnostic des dégâts et du type de virus qui nous avait hacké. Et il s'en est suivi 2 jours et demi d'audit plein pour pouvoir je ne sais pas si vous m'entendez, parce que du coup, j'ai un appel en parallèle. Donc, oui, pour pouvoir justement identifier ce virus-là. Nous, c'est un virus de type crypto-monnaie, c'est-à-dire que le virus est entré via une adresse email et utiliser la puissance de nos serveurs pour dupliquer de la crypto-monnaie. Donc, en fait, ce virus-là
est rentré avec la crypto-monnaie et l'a dupliqué et voulait la faire ressortir pour justement après l'utiliser sur le dark web ou sur d'autres supports. Alors, c'est pas tant. Enfin, une fois qu'on a identifié effectivement ce virus, on a été rassuré parce qu'effectivement, il a fallu vérifier que les données personnelles des citoyens n'avaient pas été, ou de la mairie n'avaient pas été volées. Mais surtout, il nous a fallu 1 mois pour pouvoir nettoyer serveur par serveur, parce qu'après, il faut nettoyer chacun des serveurs de la ville et les relancer un par un. Donc, on a relancé d'abord, évidemment, j'allais dire le cœur nucléaire de la mairie, puis après les services techniques, puis après les écoles. On a gradué, bien évidemment, ce retour-là, mais ça a donc eu un impact direct pendant 1 mois sur l'utilisation même des outils bureautiques, mais aussi des boîtes mail de chacun des agents. Et derrière, on s'est rendu compte que, bien évidemment, on a plusieurs dizaines de milliers d'attaques, on va dire, classiques, qui sont bien arrêtées par l'antivirus de la mairie. Et il a fallu, bien évidemment, maintenant changer d'antivirus. Et on est passé d'un antivirus qui nous coûtait 10 000 € par an à un antivirus qui nous coûte aujourd'hui 47 000 € par an. Et on voit bien que ce genre de dépenses, si on veut vraiment se protéger de toute la typicité et de toute j'allais dire, l'inventivité de ces cyberattaqueurs, il va falloir là aussi budgéter dans nos budgets communaux des coûts d'antivirus qui sont de plus en plus importants pour pouvoir répondre à toutes ces attaques-là. Deux petites choses de plus, parce qu'après, j'avais promis de faire court. Ça nous a quand même aussi obligés à revoir la solidité de notre système informatique, et qui n'était pas redondé. Donc, en gros, aujourd'hui, on redonde, on met en gros des serveurs de secours pour pouvoir se protéger et pour pouvoir avoir une solution de secours si d'aventure on se fait hacker les serveurs principaux. Et rien que ça, pour la ville de Bayonne, c'est 560 000 € d'investissement qu'on fait à cheval sur les 2 ans 2022 et 2023 pour pouvoir sécuriser uniquement nos données et les serveurs nécessaires au fonctionnement de nos services. Donc, c'est dire là aussi l'impact financier, il est important, même pour une ville comme Bayonne. En pourcentage, c'est quand même 50% du budget annuel de la DSI, juste pour comparer. Donc, il faut bien avoir ça en tête, parce que dans les années qui viennent, et assez rapidement, il va falloir que chacun dans nos budgets communaux, on ait ça en tête en termes de coûts liés à la lutte contre la cybercriminalité. Dernier point, si ça vous arrive, la communication avec les citoyens, parce qu'on a beaucoup tergiversé pour savoir si on devait informer les citoyens de cette attaque et les conséquences que pouvait avoir cette attaque sur la récupération de données personnelles des citoyens. Et du coup, moi, j'ai pris la décision de faire un courrier individuel à chaque citoyen qui nous avait laissé ses coordonnées bancaires ou des données personnelles pour utiliser les services de la ville. Et sachez que j'ai envoyé, pour être très clair, 32 000 mails sur les 51 000 habitants, en leur expliquant la chose et en leur disant qu'on était tout à fait disposés à répondre à leurs questions si d'aventure ils étaient anxieux ou s'ils avaient des inquiétudes. On a eu 296 personnes qui nous ont répondu pour nous reposer les questions. Et pour la première fois de ma vie d'élu, j'ai été remercié pendant les vacances par des personnes de tous âges sur le fait qu'on leur a expliqué ce qui s'était passé, les risques qu'ils encouraient et aussi les moyens qu'on mettait en œuvre pour pouvoir sécuriser leurs données. Donc, c'est dire que ces sujets-là sont aussi difficilement appréhendables par les citoyens, mais par contre que l'effort de transparence, quand il arrive un sujet, en tout cas, a été salué. Et je dis c'est suffisamment remarquable, parce qu'en général, on nous engueule en tant qu'élu, mais là, c'est la première fois qu'on m'a remercié. Donc, voilà pour le témoignage de l'élu en charge. Merci beaucoup, Olivier. Tu vois, toi aussi, tu le dis, il est très important de communiquer, pas rester se replier sur soi-même, qu'on soit individu ou collectivité.
il faut de suite communiquer là-dessus, quoi. Et c'est très important. Merci, Olivier. Merci, Président. Après, qui c'est qui intervient? C'est moi. C'est lui, c'est la gendarmerie. Allez. Bonjour à tous, je suis adjoint de Lille de la gendarmerie de Pau. Merci à M. Allemand pour son commentaire, sur son expérience vis-à-vis du risque cyber. C'est très intéressant. Il parle d'un budget qui peut sembler énorme pour les petites collectivités, mais sachez qu'il y a vous avez quelques déjà réflexes à adopter qui vont vous coûter peu d'argent et qui vont vous permettre, en cas d'attaque, si ce n'est de vous protéger, au moins de revenir rapidement à une situation avant l'attaque pour pouvoir récupérer vos données plus rapidement, des choses comme ça. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc déjà, on va parler des sauvegardes. Il est très important de faire des sauvegardes. Vous avez tous un ordinateur, au moins un ordinateur dans votre mairie, quelle que soit la collectivité. Il est important vraiment de sauvegarder ces données, soit sur un support externe, même une clé USB, c'est bête à dire, mais c'est le premier des points, ou dans le cloud, dans le nuage, comme on dit. On peut passer au slide suivant. Après, il est important d'identifier les données à sauvegarder, pardon, pas sauvegarder n'importe quoi. Vous choisissez ce que vous voulez sauvegarder. Vous pouvez enchaîner. Voilà. Déterminer le rythme des sauvegardes. Bien sûr, si vous avez des données qui sont modifiées toutes les semaines, faites une sauvegarde hebdomadaire. Pardon. Le support des sauvegardes est très important, comme je le disais dans un premier point, de faire un stockage des sauvegardes sur un support externe. Pourquoi? Parce que si le hacker s'introduit dans votre système, il va avoir le temps de crypter toutes les données, même les sauvegardes. Donc, faites une sauvegarde sur un disque dur externe que vous stockez dans un endroit sûr. Si vous n'avez pas d'armoire forte, vous pouvez le stocker dans un tiroir fermé à clé. Si vous n'avez pas de tiroir qui ferme à clé, ce qui me surprendrait, il est important également de chiffrer ces données, de chiffrer les sauvegardes, pour que la personne qui récupère votre clé USB, votre disque dur externe, ne puisse pas exploiter les données qui sont dessus. On peut passer. On va parler également des mots de passe. Il y a plusieurs réflexes à adopter. Là, je n'ai pas le temps de parler de tout. On va parler des sauvegardes, on va parler des mots de passe, avec un petit exercice, vous allez voir après, qui peut être intéressant. Les mots de passe trop faibles, bien sûr, pour un hacker, il va être craqué en 2 minutes, 5 minutes. Enfin, même si ça prend 1 heure, c'est très peu pour un hacker. Donc, il est important d'avoir une politique de mots de passe qui soit avec des mots de passe complexes. Il est également important de modifier ces mots de passe peut-être tous les 6 mois, tous les ans. Je sais que c'est contraignant pour vous, c'est contraignant pour les personnels qui travaillent à la mairie, mais il est important parce que c'est un mot de passe qui est utilisé de façon, si vous utilisez le même mot de passe pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, il va être facilement compromis. On peut passer au slide suivant. Ça, c'est un petit exemple que j'ai récupéré sur Wikipédia, donc c'est des données qui sont publiques, sur les mots de passe qui sont le plus utilisés au niveau mondial sur les 10 dernières années. Et on voit que le mot de passe qui est… c'est des mots de passe qui sont très simples et pourtant les gens ne prennent pas le temps d'avoir un mot de passe complexe. Et donc ça, c'est craquable. Pourquoi? Craquable facilement par un hacker. Je ne sais pas si le terme craquable est… Je pense que vous le comprenez. Mais pourquoi? Parce qu'un hacker, il va utiliser ce qu'on appelle des dictionnaires de mots de passe. Les dictionnaires de mots de passe, c'est comme un dictionnaire, où sont stockés les mots de passe les plus fréquents. Et par rapport à ces mots de passe les plus fréquents, il va les envoyer dans un petit logiciel, une moulinette, qui va tester automatiquement tous ces mots de passe. Donc les mots de passe, forcément, en premier qu'il va tester, c'est les mots de passe qui sont utilisés le plus souvent au niveau mondial. Par rapport à ça, un hacker, il va également utiliser des dictionnaires de mots de passe qui se revendent sur le dark web. Il faut bien comprendre qu'une société comme, je veux dire, Yahoo, Amazon, tous les grands groupes mondiaux, s'ils se font attaquer et si c'est une faille de sécurité que les hackers récupèrent les données des sites comme Amazon, Yahoo, ils vont récupérer un dictionnaire avec tous les logins et tous les mots de passe
des utilisateurs qui ont créé un compte chez Yahoo ou Amazon. Donc ensuite, ça va se récupérer, ça va être exploité par un logiciel qui va tester tous ces mots de passe et qui va finir par tomber sur le mot de passe que vous utilisez à la fois chez Yahoo, chez Amazon et au sein de la mairie, de votre collectivité. On peut passer. Non, on peut s'arrêter là. Là, c'est un petit exemple, c'est un petit exercice un peu ludique. Là, je vous donne 4 mots de passe. On va les commenter ensemble. Le premier, c'est un prénom, Bob, avec ce qui ressemble à un numéro de téléphone, sauf que les zéros sont remplacés par des O. Le deuxième, c'est une suite de chiffres de lettres avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Le troisième, c'est ressemble également. Et le quatrième, c'est également caractères spéciaux. Il y a un caractère spécial, il y a 2 chiffres, lettres majuscules, minuscules. Donc, c'est 4 mots de passe qui semblent assez sécurisés, entre guillemets. Mais vous pouvez, une fois, on va le faire par un, oui, pardon. Voilà, le premier mot de passe, c'est effectivement un prénom avec un numéro de téléphone, avec les O, les zéros qui sont remplacés par des O. Ça, c'est un mot de passe qui est sécurisé, mais qui est très peu sécurisé du fait qu'un hacker, s'il vous connaît, s'il fait une attaque dirigée, entre guillemets, envers vous, il va essayer des mots de passe avec des combinaisons de la ville où vous êtes né, votre date de naissance, numéro de téléphone, des choses comme ça. Donc, il faut éviter ce genre de mot de passe. Le deuxième, c'est un mot de passe qui est très sécurisé. Il y a un caractère spécial, minuscule, majuscule. Il y a combien? Il y a 10 caractères, ça? Non, il y a 9 caractères. C'est un peu juste en nombre de caractères. Donc, c'est un mot de passe qui est sécurisé, sauf qu'il utilise, enfin, c'est un exemple qui est proposé sur Internet, donc il ne faut surtout pas utiliser, parce que par défaut, il va être dans n'importe quel dictionnaire utilisé par un hacker. Le quatrième mot de passe, c'est un mot de passe qui est sécurisé aussi, mais qui est très. Enfin, c'est un mot de dictionnaire avec des lettres qui sont remplacées par des caractères spéciaux ou des chiffres. Et le quatrième mot de passe, c'est un mot de passe qui est très sécurisé. Voilà. Celui-là, enfin, maintenant, forcément, ce n'est plus le cas parce que là, il est en exemple dans cette démonstration, donc l'utilisez pas. Enfin, si vous pouvez, parce que ce n'est pas une démonstration, enfin, ce n'est pas une présentation qui est faite au niveau national. Mais c'est un mot de passe qui est facile à se souvenir également du fait qu'on utilise un moyen mémotechnique, comme dans le deuxième, en fait. Le deuxième, c'était « un tien vaut mieux que 2, tu l'auras ». C'est un moyen mémotechnique pour se rappeler d'un mot de passe. Donc là, c'est la même chose pour ce troisième mot de passe. J'aime regarder le foot, tout simplement. Et il y a des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres. C'est intéressant d'utiliser un mot de passe de la sorte. Après, c'est très compliqué. C'est vrai que ça semblait très lourd, très fastidieux d'utiliser un mot de passe différent pour tous les services sur lesquels on se connecte. Avoir un mot de passe compliqué à se rappeler, le changer tous les 6 mois. Vous pouvez utiliser également un gestionnaire de mots de passe. C'est un conseil, hein, on n'est pas là, nous, la gendarmerie, en rôle d'audit, mais l'ANSSI préconise un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle KeePass. Donc, vous pouvez également utiliser d'autres gestionnaires de mots de passe, mais qui ne sont pas certifiés ANSSI. En gros, c'est un logiciel qui va enregistrer pour vous les mots de passe pour que vous n'ayez pas à vous en souvenir. Également, il peut également générer des mots de passe aléatoires qui vont être sécurisés. Vous pouvez également, c'est ce qu'on fait en gendarmerie, utiliser la double authentification. Nous, on utilise notre carte professionnelle pour se connecter à certains sites. Au lieu d'avoir un mot de passe ou en plus du mot de passe, de ce fait, le hacker, même s'il récupère votre mot de passe, si derrière vous recevez un SMS pour avoir confirmation que c'est bien vous et vous devez taper un code qui vous a été fourni par SMS ou par email, ou si vous avez un lecteur de carte, quelquefois également une clé USB qui va servir de double authentification, c'est une sécurité qui n'est pas très chère à mettre en place. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important de renouveler de façon périodique ces mots de passe, pas avoir le même mot de passe pendant des années. Et là, on va parler d'un troisième point, c'est la gestion des droits. Il est important dans votre collectivité de vraiment faire en sorte que les personnes n'accèdent uniquement aux données dont ils ont le droit d'en connaître. Je ne sais pas si c'est bien clair, je pense.
Et également, si la personne quitte la collectivité, de lui retirer ses droits d'accès au serveur, hein, d'accès à tout ce qui est données informatiques. Il est fréquent en fait qu'une personne qui se fait un employé qui est viré, entre guillemets, se venge, et s'il a encore des accès à votre administration, peut récupérer les données, vous faire chanter, il y a plusieurs moyens possibles. Je reprends le relais pour donner de la dynamique. Comme on ne connaît pas vos profils, donc je pense que vous n'êtes pas tous cyberspécialistes, on s'est dit qu'il serait utile de vous donner des règles d'hygiène et de gouvernance de la cybersécurité. Parce que on parle bien de gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut que chaque élu, en son âme et conscience, mette en place les dispositions minimum critiques pour sécuriser les outils numériques de la collectivité. Parce que malheureusement, en tant qu'élu, vous êtes responsable des vols de données donc vous aurez malheureusement à en subir les conséquences s'il y avait des vols. Donc, il faut qu'on relève le niveau de conscience et que la problématique cyber soit transverse au niveau de tous les services d'une collectivité. Et on doit anticiper le risque plutôt que de le subir a posteriori. Donc, il faut définir une gouvernance du risque cyber et les rôles de chacun dans la collectivité territoriale. Ce qui, le jour où vous aurez un problème, vous facilitera les opérations de remédiation et les actions à mettre en place pour vous protéger. Après, l'ANSSI, donc mon administration, a édité un guide d'hygiène informatique que je vous suggère de récupérer. Donc, on vous donnera à la fin les adresses où vous pouvez vous informer, qui reprend 42 règles d'hygiène à mettre en place pour garantir la sécurité de vos systèmes d'information. Et ce petit manuel, qui s'appelle Guide d'hygiène, est accessible à peu près tout le public. En tout cas, vous devez à minima le mettre à disposition des personnes avec qui vous allez gérer la partie numérique de votre collectivité territoriale. Et dans ce guide, on va retrouver comment on fait une bonne sauvegarde, comment on crée des mots de passe, comment on administre un système. Donc, ça vous donnera les règles du jeu élémentaires pour garantir la sécurité du système. Après, il y a un élément qu'on néglige souvent, c'est la contractualisation de votre relation avec votre prestataire informatique sur l'aspect réponse incident. Vous devez avoir réfléchi à un dispositif d'aide pour que le jour où l'incident se produira, vous ayez la certitude que votre prestataire sera en capacité d'accompagnement. Et ça, malheureusement, on le constate, souvent négligé. Donc, du coup, dans l'urgence, vous allez devoir faire appel à des prestataires que vous ne connaissez pas, qui pourraient avoir la tentation de profiter de la situation pour vous surfacturer la prestation informatique pour remettre en marche votre système. Donc, il faut que vous ayez réfléchi en amont du problème et que vous soyez mis d'accord sur comment vous allez agir avec ce prestataire pour répondre au problème le jour où il se présentera. Il y a une autre solution, c'est de vous rapprocher de vos assureurs. Certains assureurs vous proposent ce type de prestation. Et donc, le jour où vous avez un incident, s'il faut faire appel à une société privée pour intervenir, ce qui sera vraisemblablement le cas, c'est l'assureur qui en assumera les frais financiers. Donc, ce volet-là, il est du ressort du maire, des élus, contractualiser des relations avec des prestataires, assureurs ou prestataires informatiques. Il faut aussi s'intéresser à vos partenaires de prestation de services. Exemple concret, vous avez des photocopieurs dans les collectivités territoriales. Photocopieurs qui contiennent des disques durs. Je suis à peu près certain que jusqu'à présent, vous ne vous êtes jamais posé la question du devenir des photocopieurs en fin de vie, plutôt du devenir des données des disques durs dans les photocopieurs en fin de vie. Il y a de fortes chances que
vos données soient réutilisées à votre insu. Parce qu'un disque dur, malheureusement, si on ne met pas en place une procédure particulière pour effacer les données, il y a de fortes chances que les données soient toujours présentes. Donc, il faut que, vous voyez, c'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Vous pouvez aussi peut-être avoir des prestataires pour les solutions de vidéosurveillance. Vous devez demander à vos prestataires externes quel est le niveau de cybersécurité qu'ils ont mis en place pour garantir la sécurité de vos données. Donc, il faut absolument intégrer des clauses de cybersécurité dans les contrats de prestation, y compris avec les prestataires qui n'ont strictement rien à voir avec l'informatique. Après, il faut que vous travailliez sur ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Pour cela, il existe des guides. Donc, là, on vient de sortir un guide qui s'appelle Crise d'origine cyber. C'est un guide de gestion de crise que vous retrouverez sur le site de l'ANSSI. On vous donnera l'adresse après, qui vous donneront les règles élémentaires pour vous prémunir et surtout vous préparer. Donc, un PCA, plan de continuité d'activité numérique, c'est un plan de préparation à l'incident. Parce que j'ai coutume de dire que l'incident va arriver. Quoi que vous fassiez, à un moment ou à un autre, vous allez avoir un problème avec une attaque cyber. Si vous êtes préparé, l'incidence sera faible. Et donc, dans ce PCA, vous allez déterminer les rôles de chacun et les bons réflexes à avoir. Et ce PCA, bien entendu, je vous convie à l'imprimer, puisque si vous l'avez laissé dans l'ordinateur, malheureusement, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus accessible le jour où vous en aurez besoin. Donc, il faut que vous ayez des fiches réflexes avec les coordonnées de vos prestataires de services, les personnes à appeler en urgence, les procédures pour assurer qu'effectivement l'incident va être jugulé. Il y a des choses très simples à mettre en place, on l'a évoqué tout à l'heure. Couper les accès Internet, isoler les machines compromises, les coordonnées de votre prestataire, les coordonnées de la gendarmerie ou de la police en fonction de votre secteur pour pouvoir les appeler tout de suite, les coordonnées de la CNIL, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes responsable des données dans le cadre du règlement général à la protection des données particulières. Donc, il faut que vous preniez attache avec la CNIL si vous êtes victime d'un incident. Et tout ceci, donc, rédigé sur des fiches réflexes, imprimé, stocké à un endroit sûr, de façon à ce que, quand l'incident va arriver, vous soyez en capacité de réponse. Enfin, je vous invite à rédiger ce qu'on appelle une PSSI, une politique de sécurité du système d'information, et une charte informatique pour informer vos utilisateurs sur les bonnes pratiques. Et alors, plus que les informer, prévoyez également un accompagnement régulier des utilisateurs sur l'usage des outils numériques. Et c'est malheureusement, il faut faire de la marteau-thérapie. Hein. C'est-à-dire que se contenter de faire une formation unitaire à l'embauche de la personne ne suffira pas. Il va falloir que vous mettiez en place des dispositions pour que régulièrement vous rappeliez les gestes d'hygiène élémentaires à utiliser chez nous, dans nos domiciles, les règles élémentaires de sécurité, et bien entendu au travail. Et je laisse la main à mes collègues. Donc là, on va parler rapidement de la façon dont on doit réagir en cas d'incident, les premiers réflexes à adopter. Comme M. Helmand en parlait tout à l'heure, ils ont été victimes d'une cyberattaque à vendredi à 16 h. Ça ne doit pas être évident d'avoir les bonnes réactions. Je pense qu'ils ne les ont pas eues, parce qu'on n'est pas au courant de la façon dont on doit procéder. Donc, il ne faut surtout pas éteindre les ordinateurs. Pourquoi? Parce que les ordinateurs, ils vont servir dans un premier temps aux gendarmes pour pouvoir travailler en bonnes conditions et regarder vraiment ce qui se passe sur l'ordinateur. Également, au redémarrage de l'ordinateur, les données peuvent être chiffrées, pas forcément sans avoir, ça peut être chiffré sans avoir à redémarrer l'ordinateur, mais quelquefois le fait de redémarrer l'ordinateur, ça va chiffrer les données, vous n'aurez même plus accès au système d'exploitation. Il faut éviter. Il faut également, c'est la première chose à faire, déconnecter d'Internet, son équipement. Vous avez, je suppose, une box Internet, simplement, vous la déconnectez.
vous déconnectez également le câble réseau qui est derrière l'ordinateur. C'est une petite collectivité. Forcément, si vous avez 2000 ordinateurs, ça ne va pas être évident. Vous pouvez mieux déconnecter la box Internet qui vous sert d'accès à l'extérieur pour couper la patte au hacker. Mais il est également important de déconnecter le câble réseau. C'est un câble gris souvent qui se situe derrière l'ordinateur pour éviter que la menace se propage sur tous les ordinateurs de votre collectivité. Et essayez de voir vraiment ce que vous faisiez, sur quelle pièce jointe vous avez cliqué, par exemple, ou sur quel site vous êtes allé là, juste avant de subir l'attaque. C'est 3 réflexes adoptés qui peuvent aider les systèmes de police, gendarmerie ou la société qui va intervenir dans les meilleures conditions en cas d'attaque informatique. Et ne payez surtout pas une rançon. Si on vous demande une rançon, ne payez surtout pas la rançon. Pourquoi? Parce que le hacker, rien ne vous dit qu'il va, si vous payez la rançon, il va vraiment déchiffrer les données déjà. Si vous payez la rançon, ça ne veut pas dire que les données n'ont pas été récupérées dans un premier temps par le hacker, donc il peut les exploiter derrière. Donc, payer une rançon, ça ne sert absolument à rien. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Philippe, d'abord pour d'avoir eu l'idée d'organiser la réunion à destination des élus. C'est une très bonne idée. À titre d'exemple, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité l'année dernière a eu environ 280 000 signalements en matière donc de criminalité sur numérique. Et sur ces 200 000 signalements, 280 000 signalements, il y a eu à peu près 90 000 signalements pour des tentatives d'escroquerie, de rançon. Donc, c'est pour vous dire comme le phénomène est vraiment important depuis, et ça ne fait qu'augmenter depuis à peu près 10 ans, depuis la création de la direction de la lutte contre la cybercriminalité. Localement, nous avons tous dans les commissariats, que ce soit à Pau ou Bayonne, je parle des 2 grands centres parce qu'après on a ce genre de bus et Biarritz, mais à Bayonne et Pau, on a un groupe de fonctionnaires qui est spécialisé pour la réception des plaintes techniques sur la cybercriminalité. On les appelle les investigateurs en cybercriminalité. Je pense qu'après, on pourra diffuser les contacts aux élus, car ces personnes-là sont tout à fait disponibles à donner des conseils et également recevoir des courriels pour signaler des problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc évidemment, je ne vais pas revenir un peu sur ce qu'il y a en matière de prévention, parce que ça a déjà été dit par notre camarade gendarme. Alors on pense aux ordinateurs, mais il y a aussi le problème de la cybercriminalité avec les téléphones portables. Tous ces supports numériques qu'on a tous. Alors là, c'est pareil, on revient aussi sur la même chose en termes de protection de ces supports, avec des mots-clés complexes, pour bien sécuriser vos appareils. Lorsque vous recevez donc sur des messages suspects sur vos ordinateurs ou vos supports numériques de toute nature, déjà vous pouvez déjà vérifier la provenance. Rien qu'en allant avec la souris sur l'adresse mail, vous pouvez voir si l'adresse mail vous paraît suspecte ou pas. Parfois c'est très grossier. Donc c'est peut-être un premier réflexe à avoir. Ensuite, en cas de doute, comme je vous le disais, il ne faut pas hésiter à prévenir nos collègues, dont on vous donnera les coordonnées, pour signaler le fait, et effectivement communiquer entre vous aussi, pour voir si vos collègues élus n'ont pas reçu aussi le même genre de mail. Vous parliez, Monsieur le Président, tout à l'heure de cette fameuse convocation par Europol, je crois que c'était, pour la pédopornographie.
c'est effectivement, ça s'est passé auprès de tous les élus, des personnes physiques, hein, dans toute la France. Hein. Et ça avait fait l'objet d'un signalement sur une plateforme spécialisée qui s'appelle Pharos, et qui dépend de la police judiciaire. C'était une attaque à grande échelle. Hein. Donc, y compris. Alors, vous pouvez donc aussi signaler ça sur cette plateforme Pharos. Il suffit d'aller sur Google, c'est très simple. Je ne vais pas vous donner des adresses mail, vous faites Google Pharos et vous tombez sur la plateforme de signalement. Et dessus, vous avez un menu déroulant. Vous avez toutes les adresses intéressantes pour signaler les spams, le phishing, le smishing même, c'est le phishing par SMS. Donc, Pharos, Google Pharos, et vous arrivez sur le site du ministère de l'Intérieur, où il y a donc une équipe, donc justement, de gendarmes, de policiers, qui traitent ces requêtes et qui dispatchent après, en fonction de l'importance de l'affaire, les signalements au service déconcentré. C'est assez important, ça, à savoir. Donc, les plaintes, elles sont recevables dans n'importe quelle, j'allais dire, gendarmerie ou commissariat de France. Hein, il n'y a pas de problème de compétence. Si on vous dit non, on n'est pas compétent pour ça, ce n'est pas vrai. Il faut l'exiger. Il ne faut pas résider sur la commune. Absolument, même si vous ne résidez pas sur la commune, vous pouvez très bien déposer plainte, par exemple, vous, monsieur le président, à Pau, peut-être sur BNH. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, nous avons nos spécialistes locaux qui peuvent investiguer en fonction de leurs compétences et technicité, parce que parfois ces attaques de cybercriminalité qui viennent d'autres pays étrangers deviennent un peu compliquées pour nous, mais on a des services donc beaucoup plus spécialisés en direction centrale qui souvent prennent le relais, puisqu'il y a des accords aussi avec Facebook, avec beaucoup de ces grandes boîtes informatiques, il y a des accords, des représentants qui peuvent aider nos services centraux sur ça. Lorsqu'on me précisait que lorsque vous recevez, parce que ça aussi, on parle des menaces sur les élus et des violences faites aux élus, les violences peuvent se faire aussi sur les ordinateurs et sur via Facebook, etc. Quand vous recevez des messages comme ça de menaces, d'insultes ou que sais-je, il ne faut jamais effacer ces messages. Si vous l'effacez, ça va compliquer l'enquête. Voilà. Et donc, on vous recommande, donc, je ne vais pas revenir comme on disait, mais il faut figer en quelque sorte à la scène du crime, venir déposer plainte avec le disque dur, avec votre ordinateur, pour qu'on puisse nous extraire toutes les données pour pouvoir investiguer après. Très important ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a dit un peu tout. Donc, ne pas hésiter non seulement à signaler sur cette plateforme Pharos l'incident, mais aussi, et en parallèle, déposer plainte. Voilà. Bien sûr, on y pense, on se dit oui, c'est évident, mais parfois, les personnes physiques, en tout cas, oublient, par exemple, de faire opposition immédiatement, et là, le préjudice ne peut que s'accentuer. Donc, il faut penser à ça aussi, à ces choses-là. On fera tout de suite opposition sur le compte de la mairie, de la collectivité. Voilà ce qui est important de faire. Vous avez donné un mot sur les réseaux sociaux, comme les mairies utilisent beaucoup donc, voilà. les pages Facebook en fait, pour communiquer aussi. Voilà, donc vous sensibilisez aussi sur l'usage des réseaux sociaux. Hein. Bon, ça peut paraître aussi évident, mais bon, bien sûr, les paramètres de confidentialité, on l'a évoqué auparavant. Alors, le fameux Wi-Fi public aussi, où il est assez facile pour des hackers de pouvoir extraire, enfin, de pouvoir prendre vos données sur vos téléphones en utilisant le Wi-Fi public. Le Wi-Fi qu'il y a dans le TGV, par exemple, ce ne sont pas des réseaux très sécures. Donc, il faut être très vigilant aussi avec l'usage de vos supports numériques dans ce cas-là. Après, comme je vous le disais, vous avez les différentes adresses mail pour signaler les faits et ainsi aider aussi l'enquête
avoir un axe de recherche. Donc, signal-spam.fr, phishing.initiative.fr, mais ça, vous l'avez comme je vous disais avant, sur Pharos. Hein. Vous avez toutes ces adresses qui sont en menu déroulant. Et ensuite, on vous donnera les contacts locaux de nos collègues enquêteurs qui sont, comme je vous l'ai dit, disposés à recevoir toutes vos requêtes, conseils, voire expertise, hein, même ils peuvent venir. Voilà. Donc, on vous donnera ça d'ici de la réunion. Je pense qu'il y aura un autre de réunion qui sera fait. Et on vous mettra tout ça dessus aussi. Voilà. Et le PowerPoint sera donc, distribué à tout le monde, pas à tous les participants. Ouais. Maintenant, le gendarme. Bonjour à tous, donc, je suis le gendarme Benet, j'interviens pour la gendarmerie. Moi, je suis actuellement en brigade sur la côte d'Escar. Et plus spécifiquement, j'interviens en tant que CNTech. Alors, CNTech, c'est quoi? Ça va être le correspondant que vous allez avoir directement avec la gendarmerie. Si vous êtes attaqué, par exemple, dans le cas comme il a précédemment présenté, vous allez appeler votre brigade locale, vous allez avoir le gendarme de brigade et plus spécifiquement le CNTech qui va correspondre directement entre vous et le spécialiste en nouvelles technologies, donc qui va par la suite investiguer plus précisément sur les problèmes rencontrés. Nous, aujourd'hui, pour la gendarmerie... Excusez-moi, le son n'est pas très bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a un problème de son apparemment. On va rapprocher. Voilà, c'est ça. Vous m'entendez mieux? Tu nous entends mieux, Marc? Jusqu'à présent, ça... Eh oui, c'est mieux, c'est mieux. Merci. J'essaie de parler un petit peu plus fort. Donc, moi, j'interviens en tant que CNTech. Comme je disais, je suis le correspondant entre plus ou moins le spécialiste en gendarmerie au niveau informatique, tout ce qui est côté cyber, et vous directement. Donc, quand vous allez rencontrer un problème, une attaque cyber dans vos mairies, vous allez intervenir avec la brigade locale. Et effectivement, il y a différents points à aborder lors de cet appel. Alors nous, déjà, pour vous présenter un petit peu la façon dont on procède, au niveau compagnie, au niveau brigade, moi, je suis vraiment le contact local. Donc, chaque mairie, chaque commune a une brigade avec laquelle elle travaille habituellement. Donc, on a une compétence territoriale sur un certain nombre de communes. Et si effectivement vous êtes ciblé par ce type d'attaque, n'hésitez pas, vous appelez directement soit la brigade locale. Par exemple, moi je suis de la COP Escar, vous appelez la Cercastet ou l'Escar. Et on vous mettra en lien soit avec un CNTech, soit avec un NTech. Après, on interviendra par la suite. Donc, moi je suis CNTech. Au-dessus de nous, il y a des spécialistes, vraiment les NTech, qui vont intervenir. Donc, c'est vraiment les référents nouvelles technologies qui vont intervenir par la suite sur ce type de problème rencontré. Après, ça, c'est vraiment au niveau départemental. On passe au niveau régional où on a des antennes sur tout ce qui est centre de lutte contre la criminalité numérique. Et après, au niveau national, ça va dépendre vraiment du problème rencontré au cas par cas. Nous, pour la partie dépôt de plainte, c'est là que ça va devenir intéressant. Pour vous, ça n'a peut-être pas d'impact direct parce que vous allez vous tourner vers un informaticien pour régler le problème que vous rencontrez. La partie pénale a une importance, c'est que même si on ne trouve pas forcément en direct d'où vient le problème vous concernant, ça va nous permettre de faire des rapprochements et ensuite de monter des groupes et de vraiment dégrossir et rapprocher le problème pour trouver possiblement, si on le peut, d'où vient le souci et cibler le criminel en question. Donc, pour vous mettre en condition, vous êtes attaqué, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la brigade locale. Si possible, vous faites l'appel à un CNTech, donc ça, vous le demandez directement à la gendarmerie. Après, n'importe quel brigadier peut vous orienter et vous mettre en lien directement avec un spécialiste. Soit la gendarmerie se déplace en fonction du problème, soit vous pouvez, comme disaient mes collègues, peut-être amener le disque dur s'il n'y a pas d'urgence spécifique. Et ça sera pris vraiment en compte après à l'issue. Comme déjà dit par la juge Dely tout à l'heure et M. Graal, isoler les différentes machines. Ça va être le premier réflexe que vous allez avoir en même temps que vous allez nous appeler. Pourquoi? Comme disait le commandant Badiol tout à l'heure, c'est comme si j'ai figé une scène de crime.
C'est-à-dire que vous gelez la scène, ça évite la propagation du virus, de l'attaque, sur différents postes en fonction de votre réseau. Et ça permet aussi de cibler pour éviter que le virus reparte, comme expliqué précédemment. Par la suite, le recueil de la plainte. Donc, soit vous venez en brigade avec le support en question, soit la gendarmerie ou la police peut se déplacer sur les lieux. On a certains postes qui permettent d'aller prendre la plainte directement dans vos locaux. Et ça permet comme ça d'ouvrir une enquête et de vraiment de pouvoir procéder par la suite aux investigations. Nous, tout au long de cette démarche, à partir de votre appel jusqu'au dépôt de plainte et même par la suite, on va être en lien avec donc, le DNTech, soit par téléphone, soit il va se déplacer directement sur les lieux pour la saisie de différents matériels. Et ça va nous permettre vraiment de procéder aux investigations, de procéder au recueil de la preuve numérique. Et la preuve numérique, c'est ce qui va nous permettre vraiment de pouvoir gratter derrière et simple, et de pouvoir identifier le problème et qualifier vraiment l'infraction en question qui va pouvoir être retenue. Donc voilà, pour moi, pour la phase dépôt de plainte, l'importance, même si vous ne le prenez pas pour vous directement, ça va être pour nous le recueil de différents éléments et le regroupement de toutes ces informations finalement pour pouvoir recueillir le maximum d'informations et pouvoir procéder, si possible, à l'arrêt de ces infractions. Eh bien, vous évoquez le point de contact au niveau de la DGSP. Voilà, c'est le fameux point de contact que j'évoquais tout à l'heure. Donc, alors lui, mon collègue Baudel, c'est donc le chef de tous ses collègues investigueurs en cybercriminalité. Donc, il est basé à Pau. Vous pouvez lui écrire pour des conseils et surtout pour prendre rendez-vous pour un dépôt de plainte. Voilà, toute question liée à ça, vous aurez affaire à M. Baudel, qui est le chef de cette petite unité. Donc, ne pas oublier qu'on a à Bayonne et à Pau. Hein. Voilà. Ça, c'était donc par rapport au niveau de... Oui, c'est bon. Oui, donc par rapport à l'accompagnement par les forces de sécurité que sont la gendarmerie et la police, maintenant, nous allons évoquer comment l'accompagnement de ces éléments. Olivier, moi, nous, on ne joue pas dans la même division, dans les communes rurales et de montagne, on n'a pas les moyens comme vous avez pu déployer justement pour avoir cette masse budgétaire à affecter sur cette problématique. Par contre, nous avons à nos côtés, nous avons ici la fibre 64. J'ai du mal avec tout à fait la fibre, ainsi de suite. Et donc Emmanuel Densiard, directeur du syndicat mixte de la fibre 64. Et bien entendu, on a François Gay qui est au service des collectivités locales dans la maison des communes, qui va nous, et en particulier son service informatique, qui va nous expliquer comment il peut nous accompagner au mieux au niveau des élus. À vous, M. Densiard. Merci. Alors, on va intervenir à deux voix avec François, parce qu'effectivement, ces questions de cybersécurité elles sont présentes dans nos quotidiens respectifs. Je rappelle rapidement, la fibre 64, c'est aussi la gestion et l'exploitation d'applications qui sont utilisées par de nombreuses collectivités locales. Je pense à e-administration 64, par exemple. Et nous sommes interpellés, évidemment, par ces utilisateurs pour des questions de cybersécurité. Et c'est également le cas de François avec les nombreuses applications qui sont proposées aux communes de PCI par la PGL. Au-delà de la menace, M. Piral a été très explicite, l'adjudant aussi, les mesures de protection qui doivent être proposées. Il y a aussi sans doute des actions, un accompagnement, un parcours à proposer aux élus, aux collectivités. Plus qu'aux élus, je parlerai de collectivités parce que même s'il est primordial, et c'est le sens de l'intervention de ce soir, que les élus aient conscience de l'enjeu, parce que c'est eux qui donneront l'impulsion ensuite pour mettre en place les mesures de protection, les mesures de prévention qui permettront de repousser le plus tard possible
les échéances malheureuses qui ont dû être illustrées précédemment. Donc, ce que l'on s'est dit avec François, c'est que si cette réunion était, comment dire, une fin, ça aurait somme toute assez peu d'intérêt. On l'a plutôt vu comme un début, et on s'est imaginé bâtir un parcours d'accompagnement des collectivités sur l'année 2022 et probablement au-delà. Il faut que je parle plus fort, me dit-on. Peut-être que je peux rapprocher le micro. Ça sera... Parce que je suis quasiment au maximum de ma capacité vocale. Donc, un parcours qui démarrerait assez rapidement, si cela vous convient, début février, et qui se prolongerait sur 2023. 4 grandes étapes. J'aurais presque envie de faire l'analogie avec l'épidémie Covid actuelle. Un temps d'information, comme on l'a fait ce soir, mais cette fois étendu aux agents des collectivités locales. Un temps de test, un temps de diagnostic pour être en capacité de mesurer sa réelle exposition à la menace et sa capacité d'agir assez vite. Le troisième temps, c'est le plan d'action, c'est les gestes barrières, ce que l'on peut faire soi-même, chacun dans son coin, pour augmenter la barrière de protection. Et le module 4, ce serait d'utiliser des solutions communes, des infrastructures communes, des logiciels communs qui nous permettraient collectivement d'être protégés en mutualisant des outils. Voilà le parcours que l'on vous propose et qui pourrait commencer, si cela vous convient, dans les prochains jours. Module 1, je vais le détailler un petit peu. Voilà, donc on l'assumerait au niveau du syndicat en reprenant peu ou prou ce qu'a dit M. Graal. Ce seraient des réunions de sensibilisation de façon à étayer un petit peu plus dans le quotidien de nos interlocuteurs ce qu'est la menace. Et je crois que vous en avez pris conscience ce soir, si jamais c'était une première pour vous. Et je pense que les agents des collectivités ont besoin également de passer par cette étape-là. Donc, on reprendrait grandement ces éléments-là à travers des webinaires que l'on organiserait une fois par semaine, pas à jour fixe, pas à horaire fixe. On a conscience que les secrétaires de mairie se partagent bien souvent leur emploi du temps entre différentes communes, se partagent également leur présence à différents moments dans la semaine. Donc, ce serait 1 heure par semaine qui changerait chaque semaine, où ce webinaire serait proposé, serait reproduit à l'identique. Ce serait exactement la même session, de façon à ce que les participants bénéficient du même service que vous avez eu ce soir et on enverrait le support. Module numéro 1 qui nous amène grosso modo jusqu'à la fin du semestre, parce qu'il y a du monde à passer. Vous êtes 50 ce soir, mais on peut imaginer avoir une tache d'huile à l'issue de cette réunion qui fasse monter le nombre de participants. Module 2, s'il vous plaît, c'est les tests, les diagnostics, c'est un petit check, les 42 mesures dont parlait M. Graal, il y en a certaines qui peuvent immédiatement être mesurées par chacune des collectivités. Et l'idée serait là aussi de coacher à distance les collaborateurs des collectivités pour qu'ils réalisent cet autodiagnostic et qu'ils puissent avec l'appui de quelqu'un à distance, toujours pareil, avec une permanence qui se ferait par webinaire 1 fois par semaine, réaliser ces autodiagnostics et mesurer finalement leur exposition au risque. Troisième module à la rentrée, c'est de pouvoir basculer sur des actions individuelles au niveau de chaque commune, au niveau de chaque EPCI, au niveau de chaque syndicat éventuellement qui serait amené à participer à tout cela,
on n'ira pas sur des opérations très, très complexes, mais les robustesses de mots de passe, les périodicités de changement, ne pas les scotcher sur le clavier, les éléments fondamentaux qui font qu'avec 20% de l'effort, on va couvrir 80% des risques. Hein. C'est vraiment sur ça que l'on va être. Je pense que même la directrice est là tout faux, là, parce que je vois un autocollant sur son clavier. Oui, non, mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule et je crois qu'on est tous plus ou moins à le faire. Hein. Mais voilà, il va falloir sans doute rompre avec certaines mauvaises habitudes parce que c'est une discipline qu'il nous faut acquérir dans un monde qui va être de plus en plus dématérialisé. C'est un apprentissage, hein, parce que moi, le premier, hein, quand j'ai entendu parler de frigo connecté, je me demandais de quoi il parlait là. Hein. Maintenant, j'ai compris, quoi. Hein. Et en particulier, vous avez parlé de photocopieur à la mairie. On est à 100 000 lieues de tout ça, quoi. Maintenant, je me pose des questions, parce qu'avec la domotique, hein, c'est facile avec votre portable d'ouvrir les volets, de les fermer, mais quid de la protection justement par rapport à toutes ces technologies, quoi. Tout à fait. Donc, ce serait un plan d'action que l'on conduirait à la rentrée. Alors, en commun, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est mentionné sur la slide. Les modules de diagnostic et les plans d'action, on les ferait en commun avec la PGL. On a parfois le même public, pas toujours, mais on essaiera d'avoir le même message de façon à ce que la diffusion de ces bonnes pratiques se fasse de façon homogène. Sur savoir le bonheur que vous faites, M. Dencia. Parce qu'à un moment donné, voilà, chacun, si vous voulez, la force d'une nation, c'est ses individus, quoi. Et si chacun tire de son côté, la force est s'amoindrit. Tandis que si ces forces se rassemblent, on fait de grandes choses. Et je pense que le nouveau président du centre de gestion, qui est président de la firme 64, a compris que la maison des communes avait son rôle à jouer dans le département. Je ne peux que m'en féliciter, quoi. Et c'est vrai que cet accompagnement conjoint entre la firme, parce que vous parlez de la même chose, quoi, et chacun avait son domaine particulier, et rapprocher ces deux mondes va être bénéfique pour les élus. Un grand merci. Je vous en prie. Le quatrième module, eh ben, c'est de partager des infrastructures sécurisées, des infrastructures et des solutions sécurisées. On le sait, aujourd'hui, de plus en plus, nos applications de gestion dans les communes, les intercommunalités, les syndicats fonctionnent avec une connexion à Internet. Le temps où ces solutions étaient déployées localement sur les ordinateurs exclusivement des communes est en train de passer. Et donc, l'idée, le fait d'utiliser des solutions dans le cloud ou à distance font qu'on peut imaginer des barrières de sécurité communes au niveau de ce qu'on appelle des data centers, hein, des centres d'hébergement d'applications et de données, dont un pourrait très bien s'imaginer dans les Pyrénées-Atlantiques de façon mutualisée et, si possible, connecté au réseau fibre optique qui est en train de se déployer de façon à garantir des temps de performance et de sécurisation aussi, hein, qui sont tout aussi importants. Voilà un peu la trajectoire que l'on vous propose et peut-être que François veut compléter. Enfin, juste pour souligner, hein, donc vous l'avez compris, là nous sommes au début de quelque chose. Voilà. Alors les choses sont claires. Là, on n'est pas dans le réglementaire sur l'obligation 2, on est dans le vital. Voilà. Si on peut le résumer comme ça. Hein. Donc oui, c'est vital pour chacune de nos structures. Donc, ce qui vous est proposé ce soir là comme action, hein, c'est bien évidemment, ça sera c'est adaptable et ce sera adapté si nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, enfin, et retenir, je crois très, très simplement, c'est que on va vous accompagner. C'est une démarche collective et partenariale, d'abord au sein des structures qui ont l'habitude de travailler avec vous, collectivités, c'est-à-dire la fibre, l'association des maires, côté élu, et l'agence et la fibre côté agent, de manière à ce qu'effectivement, il n'y ait pas
de maillons faibles demain en collectivité, entre les élus et l'agent, que tout le monde entende et la même chose et les mêmes pratiques. Ça semble important. Voilà, donc ça, c'est une démarche voilà, collective, partenariale. Emmanuel a utilisé le terme de mutualisation tout à l'heure. Vous savez tous que voilà, nous sommes tous très, très attachés à ça. On est vraiment là-dedans. Voilà. Après, bien, le reste, je ne vais pas dire il n'y a plus qu'à. C'est peut-être un peu présomptueux, mais bien évidemment, on ne va pas le travailler tout seul. Nous avons des partenaires ce soir qu'effectivement, on peut remercier. Et l'idée, c'est bien de travailler aussi collectivement et pas que dans notre coin à nous, mais avec chacun d'entre eux pour aller vers effectivement quelque chose qui soit une sécurité. Je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez utilisé, certains d'entre vous ont utilisé le terme de scène de crime. Ça peut paraître un peu fort, mais c'est marquant. On parle de ça, en fait. Hein. Voilà, on parle de ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, ben maintenant, alors, laissez-nous aussi peut-être un peu de temps, puisque entre l'association des maires, la fibre et l'agence, et pour nous caler, hein, pour aussi de... Voilà. L'agenda me convient parfaitement, le premier semestre déjà. Voilà. Oui, Mais- sur cette partie-là, pardon, Mais voilà. on a un support qui est d'ores et déjà prêt à l'emploi. On s'en est largement inspiré de ce que propose l'ANSSI. Hein. Mais comme l'a dit François, il y a encore des choses à bâtir ensemble sur les phases 2, les phases 3 et les phases 4. Mais bon, voilà, c'est la trajectoire vers laquelle on vous propose d'aller. Voilà. Vous nous donnez une perspective et c'est vrai que bon, vous avez eu plein de doutes dans nos cerveaux. Maintenant, comment voilà, on va pouvoir y répondre. On a fait un monologue, on vous a présenté beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut avoir des retours des participants